Bonjour à tous. L'arrivée impromptue du virus de la Covid-19 a porté un coup de frein brutal à bien des évolutions de nos modes de vie, souvent générées par les progrès de la technologie et la démocratisation de nombreux services durant ces 2 dernières décennies. Pour l'univers du travail, on est passé du bureau fermé à l'open space, du flex office au coworking, pour finalement se retrouver contraint au télétravail. Dans l'hôtellerie française, après les résidences ou les appart-hôtels, puis les boutiques-hôtels, les palaces se sont multipliés, les 5 étoiles ont fait leur apparition, les auberges et les hostels ont fait leur réapparition. Tout ça pour finalement s'adresser aujourd'hui à des voyageurs sur place. Leur surface, tant du bureau que de l'hôtellerie, ont sans cesse été optimisées, souvent à la baisse, partiellement réparties en espaces mutualisés propices aux échanges et au dialogue, tant appréciés des millénials, mais désormais la distanciation est de rigueur. Quel devenir pour tous ces lieux de travail et de séjour quand la pandémie aura été circonscrite? Quels espaces de vie? Quel mode de vie? Et si cette mésaventure contribuait à redéfinir un nouvel art de vivre à la française? Pour en parler, 3 invités. Anna Moussinet, architecte d'intérieur, qui travaille aussi bien dans le secteur du bureau que de l'hôtellerie. Axel Schönert, qui est architecte et qui, lui, donc, à la fois rénove, agrandit ou construit aussi bien donc, des hôtels que des bureaux et qu'il aménage. Et puis Damien Perrault, vice-président du groupe Accor, en charge du design. Vous allez avoir tous les 3-4 minutes pour présenter un peu votre activité dans ces différents secteurs. Et nous allons commencer par Axel Schönert. Bonjour, merci Lionel. Merci pour l'invitation. Axel Schönert, architecte. J'ai créé cette agence il y a maintenant bientôt 20 ans. Et on est à Paris, on est une petite quarantaine collaborateurs et on travaille beaucoup sur le secteur du bureau tertiaire et de l'hôtellerie et aussi maintenant les résidences de tout type. Maintenant aujourd'hui des co-living qui viennent après le coworking. Donc l'hôtel, moi je suis architecte, mais j'aime beaucoup l'architecture intérieure. Donc comme tout architecte, on commence avec des projets intérieurs souvent. Et maintenant aujourd'hui, je fais la fusion entre les deux et j'aime bien m'inspirer par le leitmotiv du Gesamtkunstwerk, donc 2 mots allemands là, une après l'autre. Voilà, aujourd'hui, on est sur des opérations à Paris. On a fait pas mal de projets avec WeWork, après avec d'autres coworkers. Après, on travaille sur de nouvelles tendances hôtellerie, voilà, la fusion entre hôtel et herberge de jeunesse, comme on a fait une à Paris avec Meininger, et aussi des nouveaux projets qui sont liés avec les Jeux olympiques 2024, espérons que ça sera vraiment en 2024. Et la réinvention des bureaux, souvent dans des bâtiments haussmanniennes, au plein centre de Paris. Merci Axel. Je passe donc la parole à Damien Perrault. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours des sujets qu'on adore discuter déjà entre nous, en dehors forcément de ce format-là. Donc moi je me suis en charge du design pour le groupe Accor. En quelques mots, c'est de définir en fait pour chacune de nos marques quel est son ADN en termes de design, en termes d'organisation de l'espace, en termes de style, et tous les concepts qui vont renforcer l'expérience d'une marque. Donc Accor, c'était un groupe hôtelier. Maintenant, j'aime bien dire que c'est plutôt un groupe qui navigue de manière générale dans le monde de l'hospitality, avec une quarantaine de marques, que ce soit des marques très économiques jusqu'aux marques très luxe, hein, donc d'Ibis Budget jusqu'à Raffles, et puis également avec des marques dont on appelle aujourd'hui lifestyle,
qui sont aujourd'hui la nouvelle tendance, et puis je pourrais en parler un petit peu plus en profondeur. Donc on a aujourd'hui 5000 hôtels dans 110 pays dans le monde. En 2019, on ouvrait un hôtel par jour. Donc c'est une équipe pour le design, on va dire, c'est environ 150 personnes dans le monde pour accompagner l'ensemble de nos partenaires, investisseurs et puis les architectes d'intérieur pour pouvoir assurer qu'à chaque fois on fasse des hôtels qui soient uniques et qui portent cet ADN de marque. Voilà. Parfait, merci. Donc Anna Moussinet, la parole est à vous. Merci Lionel, merci de nous recevoir. Ravie d'être sur le plateau. Donc moi je suis architecte des PLG, architecte de formation, mais je me suis très rapidement orientée vers l'architecture d'intérieur par ma sensibilité. Donc j'ai une agence qui s'appelle Anna Moussinet Interior Design qui est à Paris dans le Marais depuis une quinzaine d'années. Une dizaine de collaborateurs, architectes d'intérieur, designers. Le secteur d'activité, il est partagé entre l'hôtellerie, enfin essentiellement dans l'hôtellerie, mais très récemment, depuis quelques années, orienté aussi vers les bureaux. C'est surtout des espaces de vie au sein de bureaux. Nous avons un client qui nous a fait, avec des projets assez exceptionnels à Paris, qui est la Société foncière lyonnaise, dont nous venons de livrer le Louvre Saint-Honoré, anciennement le Louvre des Antiquaires. Nous avons travaillé des espaces de vie au sein de ces bureaux, au sein de ce paquebot assez exceptionnel au cœur de Paris, dans lesquels on va sur les images, on a imaginé des espaces de vie pour les collaborateurs qui sont là. Donc ça va des salles de conférences, des cafés, des lounges, etc. On parlera après. Également un projet qui est 83 Marceau, qui est au rond-point des Champs-Élysées, dont Dominique Perrault est en charge d'architecture. Nous, on fait de l'architecture d'intérieur. C'est un projet qui ouvrira au mois de septembre. C'est les bureaux de Goldman Sachs. Donc là, c'est pareil, un auditorium, des espaces de vie. En fait, c'est ça, c'est comment ramener la vie au sein du bureau et par notre expertise hôtelière, comment on réinvente ces espaces. Bien évidemment, dans l'hôtellerie, beaucoup avec le groupe Accor qui nous fait confiance depuis des années, pour lequel on travaille plus sur les espaces, sur les hôtels 4 et 5 étoiles dans le monde entier, que ce soit, là on voit Odessa, Prague, en France, là on a un projet à Lille actuellement, puis aussi pour d'autres groupes, on a actuellement le Ritz résidence à Dubaï. Donc ça c'est la majeure partie de notre travail et je m'oriente de plus en plus vers l'édition. Qui a commencé avec la collaboration avec Ligne Rosée et puis d'autres marques, la manufacture et autres, avec qui on va développer des produits, des objets. Merci Anna. Le leitmotiv de ces dernières années, du comme à la maison, où finalement hôtes, salariés et même les élèves sont aujourd'hui cloîtrés, a conduit à une hybridation croissante des espaces hôteliers et tertiaires et de leur ameublement. Mais que fait-on vraiment à l'hôtel qu'on ne fait pas au bureau et que fait-on à l'hôtel et au bureau que l'on ne fait pas à la maison et réciproquement? Ce qui se passe, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et sa façon de vivre aussi dans l'attitude, dans la façon de vivre. Et quand on parle de bureau, déjà, c'est le nom du mobilier. Donc à chaque fois, on pense une table et une chaise. Et qui a été pensé par des designers à l'époque pour répondre à une ergonomie qui était, on travaillait avec du papier, des stylos, et on avait besoin finalement de cette table, de cette chaise, et d'avoir cette d'être réunis. Et donc c'est marrant parce qu'on a cette connotation-là, bureau, et tout de suite il y a l'objet qui vient tout de suite. Et tout ça est en train de se transformer, et donc il n'y a plus de frontières et de barrières. Et on vient en porosité sur l'ensemble des fonctions. Et aujourd'hui, quand
quand on dessine des espaces, on le fait plus vraiment par la fonction, mais par l'atmosphère, et on vient en fonction en fait de ce qu'on souhaite faire, en fonction de son tempérament, en fonction du moment de la journée, choisir des endroits qui nous permettent d'être finalement plus confortables pour ce qu'on a à faire, que ce soit dans la vie de tous les jours, à la maison, ou dans des espaces pour travailler. Et l'hôtellerie, je reprends cet exemple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Anna travaille aussi pour les bureaux maintenant. Parce que il n'y a pas de limite. Les bureaux traditionnels s'inspirent énormément de l'hôtellerie. Nous, on a besoin de s'inspirer aussi du bureau parce qu'on a besoin de tout faire un petit peu partout. Et donc, dans vos appartements aujourd'hui, c'est la même façon. Vous n'avez plus la salle à manger, la cuisine, le salon. Ça devient un seul espace. Et finalement, vous allez jouir de l'espace de manière différente en fonction. J'ai même aperçu que le meuble bureau avait complètement disparu. C'est transformé. Avec le travail, le télétravail, les gens travaillent finalement sur leur coin de table de salle à manger sur une chaise, mal assis, et qu'il n'y a plus cette espèce de poste de travail. Exactement. Et la technologie, et c'est pour ça que j'ai une courbe là, que je vous montrais dans les diapositives, là, qui est la courbe de Moore, que je trouve ultra intéressante parce que c'est la capacité des ordinateurs, la capacité de calcul en fait des ordinateurs. On voit cette croissance incroyable de cette courbe qui est très en phase finalement avec l'évolution des modes de vie de la société, l'arrivée des disrupteurs et des nouvelles marques aussi dans l'hôtellerie, parce que en fait tout change. Si on travaille sur son lit, c'est parce qu'on travaille avec un iPad. On n'a plus besoin finalement d'être assis sur une table ou sur un bureau. Mais le lit, c'est bien pour un moment donné. Un autre moment, je vais avoir besoin quand même d'être assis, mais peut-être assis à hauteur de bar, par exemple, donc au coin d'un bar, ou assis comme on est là maintenant. Et ce qu'on fait maintenant, ces discussions et ces échanges, c'est aussi du travail quelque part. Et avant, une salle de réunion pour échanger, on le faisait autour d'une table. C'était une espèce de réflexe de conception des salles de réunion et de meeting. Et cette table, on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on est dans un échange et on va chercher autre chose. Anna, vous avez une petite phrase assez subtile qui dit c'est travailler où on veut, quand on veut, mais tout le temps. Mais tout le temps. C'est un peu... En fait, je pense qu'au cœur du sujet, c'est l'être humain, c'est l'humain. C'est pas le reste... C'est pas nous qui s'adaptons, c'est le reste, tout ce qui nous entoure qui va s'adapter. Parce qu'il y a, aujourd'hui, quand on parle humain, on parle de la protection. Aujourd'hui, c'est ça, protection, santé avec ce qu'on vit, mais on parle confort, on parle besoin et on parle envie. Et cette notion de où, quand et comment, c'est à partir du moment où on est bien, on peut travailler n'importe où. On peut se détendre n'importe où. Donc c'est les conditions et le dispositif qu'on mettra en place qui va nous permettre que la journée, selon nos besoins, les lieux s'adaptent. Et c'est vraiment notre rôle de demain. Notre rôle, c'est de concevoir tous ces espaces en fonction de ce qu'on va attendre d'eux. Donc c'est envie, confort, que ça soit... Parce que pourquoi on mélangerait... pourquoi on va séparer, je veux dire, se détendre ou travailler? Ça peut être tout à fait le même lieu, ça doit être un même espace. Donc je dirais que l'humain va dicter, ses limites vont s'effacer, et on ne va pas concevoir un mobilier ou un agencement en fonction de l'activité ou de la zone. C'est en fonction du besoin qu'on va y avoir, et pas le secteur. C'est pas au travail, c'est ce type de chaise, ce type de bureau. À la maison, c'en est un autre. Je pense que ces limites vont être rapidement effacées pour accueillir une nouvelle façon de vivre, parce qu'il faut s'adapter à des nouveaux modes de vie. Et ces modes de vie vont dicter le design de demain, je pense. Axel, vous qui pratiquez plein de types d'enseignes hôtelières différentes et qui même les mariez au sein d'un même bâtiment, et puis avec des entreprises plus ou moins conventionnelles ou au contraire de nouvelle génération,
Oui, alors, moi je pense déjà avec la conception d'un projet aujourd'hui, le projet lui-même devrait déjà être réversible ou flexible. Déjà, on regarde, voilà, si c'est du neuf ou la restructuration, souvent on regarde le projet, qu'est-ce que ça peut donner en hôtel, qu'est-ce que ça peut donner en habitation, qu'est-ce que ça peut donner en bureau, quelles sont les moyennes techniques et constructives de dire, voilà, dans 10 ans, je veux peut-être changer le fonction du bâtiment. Donc déjà, ça commence avec la conception. Donc les hauteurs, les trames de bureaux, les trames de façade, etc. Ça commence là. Après, on dit, voilà, pourquoi on ne fait pas des projets mixtes? Donc il y a une partie peut-être bureau, une partie hôtel, une partie résidence, etc. Tout ça. On revient un peu sur le basique en disant, voilà, la ville, dans un bâtiment où on ne veut plus avoir des quartiers qui sont bureaux, logements, ou peut-être un hôtel, ça n'existe pas vraiment des quartiers hôtels, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même qu'on fusionne. Et si on peut fusionner dans le même bâtiment, comme des tiroirs, etc., c'est très intéressant. Ça commence avec les choix de matériaux. Donc, par exemple, nous, on fait le premier bâtiment 100% en structure bois dans le centre de Paris, qui est l'ancien siège des RTL, rue Bayard, qui on a regardé au début comme un hôtel de 5 étoiles, finalement ses bureaux, mais ça sera un immeuble bureau avec tous les services et avec des endroits de détente, la restauration alternative et conceptuelle, avec les espaces de sport, de soins. Donc en principe, on fusionne tous les services qu'on retrouve normalement dans les hôtels plutôt haut de gamme, dans les bureaux et dans les hôtels. Par exemple, on a fait aussi le premier 25 Hours Gare du Nord. Initialement, c'était un hôtel plus classique avec beaucoup de chambres. Après, on a travaillé avec les gens de 25. Ils disent non, nous, il faut qu'on ait plusieurs étages ou des espaces où on a du lifestyle, on peut travailler, on peut manger à n'importe quel moment. Il y a un DJ qui vient un certain temps pour la musique. Donc, en principe, on ramène des activités qui ne sont pas typiquement hôtel. Et dans l'habitation, pareil, bon, là, on fait une résidence co-living étudiante. L'idée, c'est qu'on crée un socle et un rez-de-jardin dans lequel on a, pareil, les services d'un hôtel. Donc, on a un living room, donc les chambres sont plutôt petites, mais par contre, on veut que les gens ils viennent au rez-de-chaussée pour s'échanger, pour peut-être travailler. Il y a peut-être un peu de coworking, il y a forcément du sport, il y a forcément des espaces extérieurs. Et tout ça, maintenant, dans le bon contexte du développement durable. Donc l'empreinte footprint CO2 faible, la réversibilité du projet, et aussi on regarde comment la consommation d'énergie et avoir peut-être des bâtiments qui ont un impact CO2 zéro. Donc c'est ça un peu ça va tous ensemble, je pense. Et avec la situation qu'on a aujourd'hui, ça renforce tous ces axes de développement, je pense, parce qu'on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, Anna. C'est le bon sens. Ouais. Il ne faut pas aller très loin. Ça veut dire, on revient de base. Ça veut dire, j'ai besoin de l'air, j'ai besoin de la lumière, j'ai besoin de l'espace. La densification qu'on a eue avant, parce que c'était aussi évidemment un facteur très financier. Maintenant, on dit, par exemple, même chez nous au bureau, on dit, je dois toujours densifier, mais je densifie dans le temps. Donc, j'ai toujours peut-être 5 mètres carrés ou 6 mètres carrés par poste de travail, mais que une sur deux qui est là. Une qui travaille à la maison et une qui travaille au bureau. Donc, en principe, la densification, elle est là, mais elle est partagée. Et là, on vient dans l'habitation. Donc, en principe, avec nous, on a développé une charte aussi pour tous les salariés en disant, voilà, qu'est-ce que tu as chez toi? Est-ce que tu as un espace? Quelle est la taille? Qu'est-ce que tu as en matériaux? Qu'est-ce qu'on peut t'aider pour éventuellement créer un bureau bis chez toi avec les mêmes meubles ou avec des meubles voilà, le mix et tout ça. Mais pas non plus exploser les coûts. Donc après, et finalement, avec des systèmes d'échange informatique, qu'il peut travailler chez soi, au bureau, avec les mêmes logiciels et avec une ambiance de détente et agréable. Et on est passé de l'ordinateur fixe au portable. Nous, on achète plus que du portable. Par contre, on a des écrans complémentaires qui peuvent se brancher quand on est au bureau. Il y a différents protocoles de serveurs par distance, etc. Bon, ce n'est pas tous au point parce qu'il y a toujours un risque de mélange entre des données privées et perso et bureau. Des protocoles à respecter parce que la sécurité cyber, c'est quand même très important aussi.
Bien sûr. Damien, vous peut-être nous parler, comme on parle de technologie, de la fameuse courbe de Moore que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, parce que ce que j'ai voulu analyser, en fait, c'est qu'on parle beaucoup de lifestyle et on se demande, mais finalement, c'est quoi un hôtel lifestyle? Et il y a beaucoup qui amènent sa propre définition du lifestyle. Il y en a qui disent c'est un hôtel avec de l'entertainment, du F&B, etc. Et en fait, moi, je pense que les hôtels lifestyle, ce sont des hôtels qui ont été pensés et créés pour répondre à un besoin d'aujourd'hui, et donc à des communautés. Et c'est pour ça qu'on ne les fait pas du tout en fonction d'une catégorie sociale, mais en fonction d'un mode de vie. Et c'est ce qui bouleverse tout, parce qu'en fait, une personne qui a les moyens d'aller dans un palace, il va peut-être préférer aller au 25 hours, parce que c'est ce qu'il veut en termes de vie. Le côté businessman, un businessman n'est pas quelqu'un qui est voué à s'ennuyer. Il aime la vie, il aime le fun, il aime le confort, il aime l'amour. Et c'est ça, en fait. La force des designers, et moi que je trouve assez génial, c'est vraiment de se focaliser, mais comment est-ce que sa vie va pouvoir être meilleure? Et quel outil j'ai avec moi? Alors, tu parlais des matériaux, mais le digital amène quelque chose qui va nous permettre de faire les choses différemment. Et c'est pour ça que quand on regarde, les hôtels ont été créés dans les années 60, les grosses marques, Hilton, Novotel, etc. Il ne s'est rien passé jusque dans les années 2000. Et tout à coup, la technologie a permis de rendre l'impossible possible. Et c'est là où on a vu tout un tas de marques, en même temps que Uber et les Airbnb, etc., arriver. Et donc, il y a eu 25 Hours, il y a eu Mama Shelter, Moxie, quand on parle de la compétition, etc., qui sont arrivés là. Et ce qu'on fait avec Anna sur des marques dites classiques, c'est qu'on les repense comme si elles devaient être créées aujourd'hui. Et du coup, ces hôtels qui étaient dits classiques étaient lifestyle à leur époque, et on les repense pour qu'ils soient à nouveau lifestyle. Et ce qui fait la différence avec ces hôtels lifestyle, c'est qu'eux, ils ont toujours un pas d'avance, c'est-à-dire qu'ils viennent à chaque fois surprendre par ces nouveaux modes de vie. Et aujourd'hui, ça n'étonne plus personne d'avoir un DJ qui va performer au 25 Hours, entouré d'une personne qui boit, une autre qui travaille et une autre qui discute. Qui danse. Qui danse. Et c'est ça la vie, c'est la liberté de faire ce que l'on veut quand on veut. C'est vraiment ça. Et la technologie, tout le monde en parle comme un sujet à part entière. Il faut le connecter à la vie, parce que c'est ça finalement qui est intéressant. Et quand la technologie prend le dessus, là c'est trop compliqué, on n'y comprend plus rien et on n'en veut plus. On n'en veut plus. Est-ce que c'est justement parce qu'on a emprunté à la maison, ou finalement dans la maison on fait à peu près tout, ce qu'on ne faisait pas forcément dans l'hôtellerie ou dans les bureaux, où on avait des espaces dédiés. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'espace dédié. La cafétéria devient un espace de travail, les salons n'ont plus rien à voir. Je crois que plus personne ne supporterait dans un palace d'avoir 5 personnes derrière soi qui s'occupent de vous. Mais par contre, on veut des prestations bien différentes et qui vont plutôt dans le sens de la liberté individuelle. Oui, et de casser les codes, parce que je pense qu'on n'a plus envie d'être mis dans une case. Je donne un exemple, en hôtellerie, ça fait déjà plusieurs années, on ne veut plus de la réception. Parce que c'est extrêmement... en fait, déjà, c'est pas naturel. On arrive, et qu'est-ce qui se passe? On a notre bagage et on attend. Parce qu'il y a quelqu'un avant nous et on est debout à la réception. Non, on n'a qu'une envie, c'est que quand on rentre, c'est de s'approprier l'espace, de s'émerveiller d'un nouveau lieu qu'on découvre, que quelqu'un s'occupe tout de suite de notre bagage, qu'on puisse se poser dans un espace hyper agréable, dans un canapé où quelqu'un va nous servir à boire, discuter, va venir avec l'iPad dire voilà, combien de temps vous restez autre, et hop, on part retrouver notre chambre. Donc tout ce qui est accessoire, il va disparaître pour qu'on se sente le mieux tout de suite, qu'on découvre un lieu et qu'on est dans la sensation, dans l'expérience, dans la sensation, plus que dans le faire. Parce qu'on a tous qu'une envie, c'est de se débarrasser de toute la to-do list. Quand je rentre, le check, j'ai la clé, j'ai pas la bonne clé, j'ai la carte, pas la carte. Donc en fait,
nous, dans notre rôle, il est aussi de faire oublier tout ce côté fonctionnel et laisser la liberté, la créativité, parce que peu importe dans quel domaine on est, on a besoin de travailler, mais la création dans ce travail prend son importance et elle peut se réaliser que dans un lieu dans lequel on se sent bien. Axel, vous avez fait le Meininger, premier Meininger en France, qui réussit dans le même bâtiment. On passe du 3 étoiles à quasiment l'auberge de jeunesse. Et comment, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que les clientèles, en plus, ça se mélangent, même s'il y a des espaces qui leur sont plus ou moins destinés. Et donc, comment en arrive-t-on là? Ça me fait penser, je vous interrogerai après sur le Mama Shelter, qui a été un petit peu aussi dans cet esprit-là à sa création. Le Meininger, voilà, on a un grand socle sur lequel il y a tous les aspects de la vie journalière et nocturne se fusionnent. En principe, quand on a réfléchi sur le Meininger à Paris, c'était un principe aussi la promenade parisienne. Donc en principe, on est dans un bâtiment et on se promène entre évidemment, c'est un peu abstrait, mais on a un endroit, voilà, où on peut manger. Donc c'est la place du marché. Il y a on a toujours des éléments comme pour le service où on cherche de la nourriture, mais en principe, on a essayé de faire une déco qui est un peu décalée et pas le truc classique. Donc voilà, c'est très coloré. Après, il y a des endroits où on peut aussi stocker ses propres nourritures avec une cuisine. On peut aussi faire la cuisine soi-même. Après, il y a un endroit où on peut boire un verre. Après, il y a le bar. Après, il y a le lieu de travail. Mais tout ça, tout est ensemble. La différence, c'est qu'avec différents niveaux et différents matériaux, etc., mais tout est ouvert. Donc, il n'y a pas de cloisonnement du tout. Donc, c'est ça. Et après, dans les chambres, voilà, on se retrouve plutôt... Enfin, on peut avoir une chambre pour 2 personnes. Donc, on est plutôt dans un 4 étoiles simple, etc. Mais par contre, on peut aller aussi avec tout un groupe de copains. Il y a des chambres à 6 personnes ou des grandes familles qui sont évidemment aussi avec des budgets. Et on peut privatiser une chambre pour 6, mais on peut aussi louer le lit. Donc, il y a des formats où on est comme dans une auberge de jeunesse. On dit, voilà, je suis peut-être avec quelqu'un dans la même pièce que je ne connais pas. Bon, ça, c'est un peu avant Covid, peut-être. Mais comme c'est quand même un très grand nombre de lits sur le paquebot, donc on peut évidemment très facilement aussi, sans perdre énormément d'argent, dire voilà, je loue que des chambres à des familles ou à des couples ou à des personnes individuelles, et ça fonctionne. Je voulais dire une chose sur la technique tout à l'heure. Pareil, là, les hôtels et les bureaux, etc., ça se fusionne parce que dans un hôtel, on n'a plus envie d'aller dans une réception. Je me souviens très bien, j'étais à Hong Kong il y a très longtemps, ils n'ont eu pas de lobby parce que c'était un problème de place et finalement, c'était un upper house, je crois que ça s'appelle. Et on rentre, il y a déjà quelqu'un qui est là avec un iPad, qui dit voilà, bonjour, il t'accompagne dans l'ascenseur, tu fais le check-in de l'ascenseur, il te monte dans la chambre et tu te sens très VIP. Pour eux, c'est un gain de temps parce qu'au lieu de traiter sous ça, c'est fluide. Et après, dans une chambre d'hôtel, il faut que la technique, il est simple. À un moment, la domotique, c'était la grande mode, etc. Mais chacun a besoin de 15 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. La nuit, tu allumes et tu réveilles tout le monde, etc. Donc, il faut avoir une domotique, mais une domotique simple. Et tu peux aussi quitter l'hôtel aussi, pareil, pas de check-out, on part quand on veut, sans grand chichi, etc. Dans les bureaux, c'est pareil. Évidemment, on fait aussi des réceptions, des reception desks, etc. Mais pareil, on réduit maintenant les surfaces. Pareil, c'est plutôt une conciergerie ou des gens qui sont là, qui fait l'animation aussi du socle du bureau. Donc, par exemple, on met des salles de réunion qui sont ouvertes. Au lieu de passer la sécurité montée, les gens ils descendent. Donc, voilà, ils gèrent. Après, il y a des petites cafétérias, vous voulez boire un café. Donc, c'est des personnes multifonctionnelles. Et aussi les postes de travail, au lieu d'avoir son propre poste. On parle de nomades, on parle de flex office. Donc, en principe, nous aussi, on essaie de créer des pools de collaborateurs en permanence. Vous travaillez ensemble dans un projet, vous travaillez là-bas. Ou on va là-bas. Donc, cette histoire d'attachement à un poste ça disparaît. Donc, et c'est la même technologie parce qu'on travaille avec des applications dans l'hôtel et dans le bureau. J'ai mon application, je peux allumer la lumière, j'ai la clim, je cherche mon poste. On crée des petits casques, des petites
boîtier pour les gens dans les immeubles, qui sont quoi? On peut mettre un casque, non, un casque moto, un casque vélo, plus un portable pour le charger. Pareil, dans les hôtels, on veut avoir des coffres forts qui ont minimum la place pour rentrer son portable. Donc, toutes ces techniques permettent de faire des process beaucoup plus fluides dans l'hôtellerie et dans le bureau. Donc, pareil, là, la technique permet de fusionner le lieu. Ces deux façons de concevoir, le point de départ change. Avant, le point de départ, quand on appelait un architecte d'intérieur, un architecte pour concevoir un hôtel, on lui demandait de le concevoir comme on construit une usine, en fonction de notre besoin pour manager l'hôtel. Et on disait au designer, alors j'ai besoin d'une réception, alors autour là, tu mets rien, parce que je veux pas que les gens soient là, j'ai besoin moi de gérer mon flux d'entrée et de sortie. Et autour d'un process, on va dire. Donc, oui, en fait, c'était un process industriel pour accueillir les gens. Le point de départ, il a changé. Le point de départ, il n'est plus du point de vue de l'outil de production, il est du point de vue du client. Et c'est là où ça change tout. Et finalement, la réception, c'est transactionnel. Est-ce que le client l'attend? Non, en fait, lui, il veut être accueilli. Quand on est chez soi à la maison et qu'on reçoit des amis, je ne les reçois pas derrière un comptoir, je les reçois et la première chose que je fais, c'est que je les accueille et ils vont s'asseoir. Et donc, en fait, ce côté transactionnel s'efface et le point de départ change tout. Quand on a travaillé sur Joe & Joe et Mama Shelter, ça a été le même process, on n'est pas parti du point de départ de l'hôtel et de ce qu'on voulait faire, on est parti mais en fait, il y a une clientèle, elle boude l'hôtellerie, qui c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils aiment? Etc., etc. Et on a conçu Joe & Joe en essayant de se dire, et on a demandé à des designers, on leur a dit, ben voilà, ces clients-là, c'est eux. Comment est-ce qu'on les fait revenir à l'hôtel? Et ils nous ont dit, ben voilà, en fait, il faudrait faire ça. Et là, on s'est dit, en fait, on va créer une marque. Et on a créé Joe & Joe. Mais le point de départ n'était pas, on veut créer Joe & Joe pour cette clientèle. On s'est dit, mais on veut comprendre. Et donc, on s'est dit, ils veulent des lieux de vie. Donc le lieu de vie, par définition, il n'est pas par le stigmate de la réception. Donc c'est la porosité avec la ville. Et aussi de se dire, mais attends, ils veulent bien manger et pas cher. Mais nous, avant, on se disait, quelqu'un qui veut manger à l'hôtel, je dois être capable de lui donner de la viande, du poisson, des fruits de mer, etc. Et la carte est tellement grande que la qualité était médiocre partout. Là, on lui dit, ben non, en fait, chez nous, c'est les meilleures pizzas du quartier. Et on ne fait qu'un produit. Mais l'hôtel, il n'est pas tout seul. Autour de lui, il y a des bistrots, il y a d'autres restaurants, et c'est ça qui fait la force. Et offrons-leur un lieu de vie spécifique où ils vont pouvoir vivre une expérience de qualité et pleine sur quelque chose, et puis qui se connectent aussi avec l'environnement où est l'hôtel, parce qu'on ne va pas rester 7 jours dans l'hôtel, même si on fait tout pour qu'il reste. La force de l'hôtel, c'est le bistrot qui est en face et qui est aussi vachement bien. Et c'est donc cette manière de concevoir. Un designer, quand il conçoit un hôtel, aujourd'hui, avant de le concevoir, il va le faire en fonction du quartier. Et de la ville et du pays. Exactement. Ça explique la pixelisation des marques. Complètement. En fait, on vient offrir différents. En fait, les marques, c'est comme vos copains. Vous n'avez pas tous les mêmes copains. Vous avez des copains qui sont peut-être dirigeants d'entreprise et d'autres copains qui ont peut-être des métiers plus simples, etc. Mais c'est vos amis. Et en fonction de vos amis, vous riez pas de la même chose. Vous faites. Eh ben, les marques hôtelières, c'est pareil. Vous n'allez pas choisir un hôtel en fonction de votre catégorie, mais en fonction de, si je suis avec ma femme, je vais plutôt aller dans cette marque-là. Si je suis avec en plus mes enfants, je vais plutôt choisir une autre. Et si je suis avec des potes, je vais peut-être aller chez Joe & Joe ou chez Mama Shelter, etc. Enfin, c'est ça que les marques offrent, en fait. C'est un éventail d'expériences et de différences qui va permettre de couvrir l'ensemble de mes envies profondes. Autant c'est facile dans l'univers de l'hôtellerie, mais dans l'univers du bureau, où on ne connaît pas forcément le locataire, donc on fait du bureau en blanc. Et alors comment peut-on anticiper, savoir si on aura une entreprise de nouvelles technologies ou est-ce qu'on aura, je sais pas, une compagnie d'assurance, encore que des fois c'est l'inverse qui se passe. Hein.
les publicitaires sont dans les bureaux fermés et les assureurs dans les open space. Comment on anticipe tout ça? Alors juste pour... j'ai été interpellée par rapport à ce que Damien disait sur l'hôtellerie et la réception. Et je voulais faire cette parallèle au bureau. Alors bureau objet. Parce que dans l'hôtellerie, on sait bien que initialement le bureau il est face au mur. Mais on se dit, mais comment est-ce possible? Ça ne doit plus exister, un bureau face à un lit. Donc on va rentrer, on est dans notre chambre tout seul, avec la télé au-dessus et le bureau. Mais ce n'est plus du tout adapté à des modes de vie. Donc le bureau disparaît, la télévision, il y a un système pour faire, parce qu'elle doit exister pour des X raisons, il y a encore des gens très intéressés. Voilà, on fait en sorte qu'elle disparaisse, mais le bureau, il y a toujours la possibilité de travailler dans la chambre de l'hôtel, mais très différemment. Donc, et aussi, avant, on se focalisait sur le lit, parce que le lit, on va dans la chambre d'hôtel, il y a aussi cette notion de bien dormir, d'avoir un grand lit, etc. Il est toujours là. Mais la mise en scène, elle est un peu déportée. Elle est déportée dans ce deuxième usage qui est comment je peux avoir et à la fois le room service et déjeuner, dîner, snacking, inviter quelqu'un, avoir deux possibilités, enfin de s'asseoir différemment. Donc il y a le sofa, il y a le fauteuil, il n'y a plus la chaise, il n'y a plus bureau et chaise parce qu'on ne travaille plus. Même si on peut travailler sur le lit, mais on offre aussi une possibilité de travailler autrement. Donc je pense qu'on a vraiment fait ce travail d'étude à l'intérieur de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle offre pour travailler on peut apporter aux clients de demain? Bien évidemment, cet univers vient se transposer aussi dans l'espace de bureau. Mais là, moi, mon rôle dans les lieux de bureau, pour répondre à votre question, ils sont plutôt des espaces de vie dans lesquels on partage. Donc les espaces de vie dans lesquels on vit en dehors des plateaux de bureau. Mais malgré tout, dans ces espaces-là, on viendra aussi pour travailler. Mais travailler autrement, ou alors faire une réunion informelle, ou même faire une réunion importante, on va se retrouver dans ces espaces-là. Ce que je trouve assez intéressant, c'est de prendre en compte un cycle de 24 heures qui dit qu'il y a des moments dans la journée où on a besoin de plus de concentration, d'autres on a bien au contraire plus besoin d'échange, on est plus apte, plus réactif. Donc selon les moments de la journée, on va se retrouver à consommer et utiliser des espaces différemment. Donc c'est aussi une des démarches par lesquelles nous sommes passés à l'agence, c'est de se dire d'accord, quand on va consommer ces lieux de vie, dans quel rythme on va les faire? Qu'est-ce qui se passe à 10 heures quand on va descendre de nos bureaux prendre un café? Qu'est-ce qui se passe quand on va venir parce qu'il y a un restaurant à midi à 13 heures? Quand on doit faire une réunion? Quel est le parcours client et utilisateur en fait? Et aussi on invite. Ce qui est assez exceptionnel dans ces espaces de vie au sein des bureaux, c'est que bon, voilà, nous, avec l'expertise hôtelière et le fait de faire des restaurants, que des lieux pour faire plaisir aux gens, on les recrée dans ces espaces de vie, que finalement, on a moins besoin peut-être d'aller dans un restaurant en face, mais pouvoir inviter un client dans un lieu qui est semi-privatisé, dans lequel on a tout le service et la qualité de ce service pour se sentir comme chez soi, dans mon bureau, mais aussi avec ces codes hôteliers, ce qui nous permet de créer des usages et des zones au sein de ces espaces de vie très différents. Et c'est toute la démarche, elle est là. Quel est le parcours et comment on se sent bien dans ces différents usages? Alors Axel, quand on construit en plus, c'est encore plus compliqué. Ouais. Alors, l'immeuble bureau en blanc, ouais, c'est le mot, on ne sait pas qui c'est, parce que normalement... si on veut faire un bâtiment, il faut qu'il est flexible. Même si on construit pour une entreprise qui dit voilà, c'est mon siège, il demande toujours que peut-être demain, ce n'est pas le siège. Donc il ne faut surtout pas essayer de personnaliser trop le bâtiment dès que le début, parce que sinon, on ne fait que des erreurs. Donc en principe, il faut être flexible. On pense toujours, voilà, ça peut être multilocataire, ça peut être un monolocataire, ça peut être un siège, ça peut être un coworker, etc. Donc
On essaie d'avoir une flexibilité maximum. Donc déjà, sur l'organisation de l'espace, qu'on a parlé tout à l'heure, il y a tous les services qu'on prévoit. Par contre, c'est toujours des mesures conservatoires. On dit, voilà, là, on imagine peut-être quelque chose de détente. Là, on imagine peut-être plutôt travail, etc. Après, il faut qu'on amène les besoins. Donc l'air, l'électricité, etc. Pareil, on reste flexible. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises, même des avocats, des assurances, etc., ils sont tous maintenant adhérés au concept moderne. Personne ne veut avoir des bureaux traditionnels. Aujourd'hui, pour les salariés d'une société, le salaire, ce n'est pas le point le plus important. C'est important, mais l'emplacement, l'accès avec les transports publics ou avec les vélos, c'est très très important, et la qualité du lieu. Donc voilà, comment ça s'est organisé. Il faut faire plus en plus pour que les gens se sentent bien dans l'espace. Donc tout ça, avec les matériaux, je parlais tout à l'heure, voilà, structure bois, etc., toujours des fenêtres ouvrantes, tu peux toujours ouvrir, toujours des espaces extérieurs, je peux toujours sortir la végétation, etc., pas des trucs claustro, etc. Donc c'est très, très important. Par exemple, des grandes sociétés, ils louent, avant le Covid en tout cas, ils louaient des étages entiers chez des coworkers, parce que déjà, c'est plus intéressant financièrement, si c'est pour une croissance externe courte, mais aussi parce qu'il veut donner un lieu qu'il ne peut peut-être pas ouvrir dans le sein de la société parce que c'est trop compliqué de changer les codes de déco sur un grand groupe. Et ils le mettent et les gens, ils sont ravis d'aller là-bas. En plus, ça fait une fusion avec d'autres marques, d'autres entreprises. Donc, c'est un peu un incubateur par défaut. Et donc, voilà. Donc, tout ça, oui, on essaie d'intégrer dans la conception quand on fait un bâtiment qui est en blanc. Et après, évidemment, dès qu'il y a des utilisateurs qui viennent, on essaie de les guider et de les aider, d'aménager. Souvent, ils emmènent leur propre architecte intérieur. Il y a toujours un problème au début, voilà, tout le monde cherche ses places, etc. Mais après, ça se passe dans le bon sens et on essaie de dire, voilà, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire, etc. Et ça se passe normalement dans la bande d'entente. Par exemple, on a fait le bâtiment, le siège du Bon Coin, c'est typiquement un utilisateur IT, et on a travaillé avec leurs aménagements, leur architecte intérieur, pour avoir des bâtiments extrêmement flexibles, mais étaient déjà conçus très flexibles. Donc à la fin, il n'y a pas énormément de changements à faire. On est plus. Non, je voulais juste dire qu'on est plus dans le well-working que dans le co-working. Voilà. Puis il y a une chose, je crois fortement là-dessus aussi, c'est que on est passé d'un monde où on s'équipait avec le mobilier qu'on héritait de nos grands-parents et de nos parents à quelque chose de plus démocratique, on va dire, en achetant son mobilier chez Ikea, qui était un mobilier jetable, entre guillemets, mais qu'on a changé, à ensuite un mobilier et un aménagement qui a une âme. Mais on n'a pas tous le talent des designers. Et donc, beaucoup de gens, quand ils peuvent, font appel à des architectes d'intérieur pour aménager leur espace. Et les autres vont s'inspirer avec Pinterest, qui est un des plus grands designers pour les particuliers aujourd'hui, en se disant, mais en fait, c'est ça que je veux. Le comme à la maison, moi, me gêne beaucoup quand on parle de ça. En fait, ce qu'on veut, c'est être bien. Ouais. Et nous, notre objectif, quand ils viennent à l'hôtel, c'est qu'ils viennent s'inspirer pour leur maison. Bien sûr qu'on veut qu'ils se sentent bien, comme s'ils étaient chez eux, mais ce n'est pas du comme chez eux. On doit leur proposer autre chose, et ils doivent découvrir autre chose, et peut-être qu'ils vont ramener un petit peu de ça chez eux. Et donc pour un bureau, et nous on a Wojo par exemple, qui est une marque de coworking qu'on a chez Accor, on a tout un côté personnalisation pour les espaces que les entreprises peuvent privatiser. Ils peuvent avoir quelque chose d'assez simple, ils peuvent après personnaliser complètement leur espace, mais les espaces partagés, on vient leur proposer une âme, on vient leur proposer quelque chose qui a déjà une identité et qui va leur plaire. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, il y a des entreprises qui vont dire « Ah, mais ça me plaît ». Et donc, ils vont venir chez Wojo. Vous me disiez d'ailleurs que si ça ne leur plaît pas, c'est que si ça ne plaît pas à certains, c'est bon signe. C'est bon signe, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous, avant dans l'hôtellerie, on faisait des chambres. L'important, c'est qu'elles soient clean, un aspect esthétique, etc. Et que ça plaise à
tout le monde et on n'avait pas d'âme. Aujourd'hui, on veut de l'âme et c'est comme l'amour. On n'aime pas tous la même femme ou le même homme. Et c'est bien, enfin, c'est ça la vie. Et donc cette personnalisation est très importante et il faut pas être effrayé. On a des partis pris. WeWork a un parti pris très fort sur l'ambiance. Et il y a plein d'entreprises de la tech et de l'assurance, etc. Et ben ils aiment le même lieu. Donc ça n'a rien à voir avec qui je suis comme entreprise. Ça a à voir en fonction de en tant qu'homme. En tant que femme, qu'est-ce qui va me plaire? Et donc, c'est ça qui est, à mon avis, important, cette personnalisation proposée pour le bien-être, en fait. Adapté à chacun. On arrive à la fin de notre table ronde. Oui, trop court, bien sûr. Pour conclure, je dirais simplement qu'on n'est pas dans le système du couteau suisse où tout fait tout. Ou au contraire, on est plutôt dans des suggestions, des propositions, que les gens s'approprient, que les gens détournent surtout. Je pense que c'est le rôle, entre autres, en partie de l'ameublement, où on passe son temps à faire basculer ce qui vient de la maison, ce qui vient de l'hôtellerie, où on va chercher ses sources d'inspiration, ou qu'on ramène au bureau. Il faut avoir des partis pris. Ce que tu disais tout à l'heure sur la chambre. Avant, on disait, mais non, dans la chambre, il faut tout, le bureau, le lit, si j'ai envie de... Non, on va faire un parti pris. Il y a des gens qui vont vouloir que dormir. Faisons des chambres qu'avec un lit, une télévision est confortable. Je vais avoir des clients qui veulent travailler. Alors là, on va mettre un focus sur certaines chambres. Et en fait, voilà, ayons des partis pris forts. Et on répondra mieux à cette personnalisation dont les clients ont besoin de se retrouver. Anna, Axel, Damien, je vous propose qu'un jour on se retrouve post-Covid pour voir comment les choses auront évolué. Merci à vous. Merci Lionel. Merci.